tu sais, on a beau dire qu'à plus 3 degrés, le monde va être invivable ou que les rendements agricoles vont baisser. Tout ça, c'est de la connaissance qui est froide. Donc, c'est pour ça que j'aime bien partir du principe que pour changer les gens, il faut faire passer du savoir au croire. Au Québec, on aime bien faire de la motoneige, on aime bien avoir des gros 4x4, et puis on a des modes de vie qui sont hyper énergivores. Nous, on arrive avec un discours, il faut réduire les émissions de GES, donc il faut arrêter d'utiliser des 4x4, etc. Ce qu'on vient lui dire, c'est pas un changement climatique, c'est même pas du savoir. Ce qu'on vient lui dire, c'est ta construction à toi, elle est nulle, il faut l'acheter à la poubelle, t'es un mauvais gars. Et puis une fois que mes participants ils ont fait leur projection dans un avenir où on a réussi la transition, eh ben je leur pose la question, raconte-moi l'histoire de ton entreprise qui est passée à travers tout ça. Et là c'est libératoire. Et finalement on en ressort boosté parce qu'on a réalisé que quel que soit le scénario du futur, on est capable d'anticiper, d'être plus résilient et de se mettre du bon côté de l'histoire. L'implication des collaborateurs reste en 2024 l'un des 4 grands obstacles au déploiement d'une démarche socio-environnementale. Déclencher le passage à l'action, c'est son quotidien. Michael Brach est spécialiste en changement climatique et en mobilité durable au Québec. Au quotidien, il forme et accompagne collaborateurs, dirigeants et décideurs aux risques et opportunités business liés au changement climatique. Michael est aussi le cofondateur de la coop Sens Climat. Avec Sens Climat, ils ont déjà contribué à sensibiliser 10 000 personnes et formé 800 animateurs à la fresque du climat au Québec. Il est aujourd'hui avec nous pour ce premier épisode et il nous livre ses secrets pour déclencher le passage à l'action dans votre boîte. Hello Michael, ravi de te recevoir dans ce premier épisode de The Impactors. Alors, première question, il y a une étude qui est parue dans le journal Les Échos récemment qui souligne que 8 personnes sur 10 pensent que le changement climatique aura un impact conséquent sur leur vie dans les 10 ans à venir. Alors, pourquoi est-ce encore si important de sensibiliser sur le changement climatique? Eh ben, bah merci Marc-Antoine d'abord pour l'invitation. Je pense que 99,99% des gens ne me connaîtront pas, donc tu as bien fait. Et moi, j'adore ta première question parce que déjà, elle mélange plein de notions qui sont pour moi très intéressantes. Comme tu le dis, on a 8 personnes sur 10 qui pensent, bon, qui en a pensé que le changement climatique va avoir des conséquences. Des conséquences, elles sont pas très bien définies. Puis après, on parle de conscience et puis de sensibilisation. Ça fait pas mal de choses. Et c'est vrai que quand on voit 8 personnes sur 10 qui pensent avoir conscience des conséquences, à quoi bon continuer? Bah, je vais renvoyer la question autrement. Ça fait 35 ans que le GIEC existe. Donc, le GIEC, lui, il travaille à faire la synthèse de l'état de l'art de la science en matière de climat. Il nous propose un consensus scientifique qui est parfois un peu mou pour certains, mais au moins ça a le mérite d'être un vrai consensus. Et depuis 35 ans, il travaille à ça et il nous envoie des signaux d'alerte. Et pourtant, le monde ne change pas du tout à la vitesse où il devrait changer. Et puis, à chaque rapport, les projections finalement se confirment et puis on est toujours sur les mauvaises trajectoires. Donc, 8 personnes sur 10 pensent que le changement climatique va avoir des conséquences, mais ne font rien pour les éviter. Donc ça, c'est assez étonnant. Et ça, si tu veux, les raisons de cette inaction, elles sont toujours multiples. On aime bien se renvoyer la balle, hein. On aime bien dire que c'est aux individus de changer, que les individus, ça représente pas grand-chose et que c'est les entreprises, et les entreprises vont dire que c'est les gouvernements. C'est toujours un peu cette idée de ce triangle de l'inaction, de se renvoyer la balle. Donc on a un vrai écart, a priori, entre la sensibilisation ou la conscience, la prise de conscience, et puis les actions derrière. Puis, si tu veux, là, je vais faire un petit retour en arrière juste sur mon parcours parce que je suis pas du tout exemplaire, mais résultat, j'aime bien m'inspirer de ça. Moi, jusqu'en 2015, là, les changements climatiques, l'environnement, ça ne m'intéressait pas du tout. C'était des gens qui nous empêchaient de faire ce qu'on voulait. L'innovation technologique, c'était super. Voilà, c'était ça ma croyance.
Et puis finalement, j'ai une prise de conscience quelque part entre 2015 et 2017. Et à ce moment-là, la peur, la colère étaient vraiment fortes chez moi et je me disais, mais c'est pas possible, il faut vraiment faire quelque chose. Il y a urgence d'agir, etc. Et puis à cette époque-là, je pense que tu m'aurais posé la question, je t'aurais répondu, à la solution, ça serait d'être un peu plus autoritaire, de passer des lois, et puis quelque chose qui partirait vraiment d'en haut, d'imposer par l'État, voire même dictature éclairée ouverte. Finalement, j'aurais été de ce point de vue, de cet avis-là, peut-être à l'époque. 9 ans plus tard, je fais de la sensibilisation et je vais essayer de prêcher et de transformer les gens un par un. Ce qui s'est passé entre-temps, c'est qu'en fait, il ne s'est rien passé et qu'on ne voit pas de changement structurel. Et finalement, quand on regarde les classes politiques, bah, elles sont élues et le monde politique a généralement 10 ans de retard sur les transformations de société. On l'a vu en France avec des thèmes comme le mariage pour tous ou ce genre de choses. Finalement, la politique a toujours un grand retard sur la société civile. Et résultat, c'est un peu la même chose pour les organisations. Les grandes entreprises, elles répondent à des réglementations, à des injonctions des actionnaires et autres. Et finalement, elles vont pas changer. Elles changeront pas tant que les gens ils vont pas changer en dessous. Et donc, résultat, j'ai changé mon fusil d'épaule justement et je suis retourné plutôt que vouloir faire des grands projets et des grandes lois ou d'influencer des politiques à la base, essayer d'influencer les gens. Alors, à nouveau, faut pas me faire dire ce que je dis pas. On n'est pas dans un monde de responsabilité individuelle. C'est pas nos petits gestes du quotidien qui vont nous sortir de l'ornière et de l'impasse. Néanmoins, c'est notre influence à nous en tant qu'individus sur le reste des organisations. Bon, le vote, c'est une première chose, mais aussi nos modes de consommation, notre influence sur les gens, notre influence sur les entreprises, tout ça. À la tête des entreprises, il y a des gens. Il faut aller toucher chez ces gens. Après, on a quand même un enjeu aussi de changer les règles du jeu. Et ça, pour changer les règles Hmm. du jeu, il faut qu'on s'y mette à nombreux. Moi, j'aime bien la zone du dehors. Damasio, Alain Damasio, qui aime bien dire qu'il n'y a pas de grande machination, mais il y a une grande machinerie. Et donc, on est quand même pris dans un système où on a créé des règles du jeu qui nous forcent à aller dans la mauvaise direction. Il va falloir qu'on sorte de ça de manière collective. Bref, donc je reviens à l'idée, il faut donc changer les gens parce que a priori ils ont beau avoir conscience, ça ne fonctionne pas. Et là, j'aime bien quand même dire qu'il y a une différence entre le savoir et le croire. Alors c'était un peu le titre qu'on a voulu donner à cet échange. Je reviens sur le mot sensibiliser. Sensibiliser, la définition, tu sais, c'est de rendre réceptif. Ça veut Oui. dire que je t'envoie un message, ok, et il faut que toi tu sois réceptif à l'entendre. Et ça veut dire quoi être réceptif? Tu vois, est-ce que ça veut juste dire avoir l'oreille allumée, ouverte, et puis hop, ça me passe au travers? Ou est-ce que ça veut dire que ton message, je l'intègre et vraiment je me mets en mouvement? Et donc là, ce que j'aime bien, donc, c'est cette différence entre savoir et croire. Je vais prendre une anecdote. Moi, j'ai fumé des cigarettes pendant longtemps, et je t'avoue que je savais très bien que c'était pas bon. C'est marqué sur tous les paquets. Pas possible d'ouvrir un paquet sans voir fumer tu ou autre. Donc, je le savais. Et pourtant, je continuais. Je continuais, je continuais. Et à mon avis, je faisais partie de tous ces gens qui se disent que, mais non, ça va pas me toucher moi. C'est les autres. Les statistiques qui vont dire qu'une personne sur deux qui a fumé va finalement avoir une maladie respiratoire ou autre, je serais de l'autre côté. Tu vois. Et donc, je le savais, mais j'y croyais pas. Jusqu'au moment où peut-être que j'ai pris conscience, où j'ai eu peur. J'ai eu peur que, mais attends, là, en fait, tu vas en faire partie de ces stats. Il n'y a aucune raison que tu sois pas, toi aussi, un gars qui dans 30 ans, va avoir une maladie, voire un cancer, etc. Et donc là, j'ai fini par y croire à ce message que fumer, ça tue, et j'ai agi à ce moment-là. Et Vas-y. cette peur, comment elle est apparue? Eh ben, je ne sais pas forcément, mais je pense qu'elle est apparue quand même avec un moment où je me suis mis à tousser sur mon balcon, il faisait froid dehors, et puis à me dire que non, mais c'est pas possible, quoi. Mais la question, c'est vraiment la différence entre le savoir froid, la connaissance, et puis la réelle croyance en cette connaissance-là. Et finalement, tu sais, on a beau dire qu'à plus 3 degrés, le monde va être invivable, ou qu'il va y avoir des conséquences dramatiques partout, ou que les rendements agricoles vont baisser. Toutes ces conséquences-là, où les canicules vont augmenter, etc., tout ça, c'est de la connaissance qui est froide. Et je t'avoue que si on y croyait vraiment, je pense qu'on n'en serait pas là.
on aurait déjà beaucoup plus bougé et transformé nos sociétés. Donc, c'est pour ça que j'aime bien partir du principe que le but, c'est de changer les gens pour ensuite changer les sociétés, et que pour changer les gens, il faut faire passer du savoir au croire. Et là, on rentre un peu dans le cœur du sujet. Comment est-ce qu'on fait pour que ça redescende? Et puis, tu sais, on parle beaucoup en ce moment de la remontée du climato-scepticisme, du déni climatique, du climato-rassurisme, etc. C'est jamais aussi tranché que ça. Le plus souvent, en fait, les gens à qui j'ai eu affaire dans mes ateliers, qui arrivaient avec des postures très défensives, très j'y crois pas, ces trucs-là ou autres. En plus, c'est marrant, ils utilisent le terme croire. Euh, on se rend compte que souvent, c'est une posture de réflexe et d'opposition à quelque chose qui vient les toucher. Tu l'auras peut-être dit dans la bio, je suis au Québec ici, et au Québec, on aime bien faire de la motoneige, hein, du skidoo, on aime bien avoir des gros 4x4, et puis on a des modes de vie qui sont hyper énergivores. Et je suis tombé en atelier avec des gens qui défendaient ce mode de vie-là, et puis qui se sentaient foncièrement agressés par les messages un peu écolos, les messages de lutte contre les changements climatiques, qui venaient attaquer leur mode de vie. Et puis finalement, eux, ils se sont construits autour de ces valeurs et de ce mode de vie-là. Nous, on arrive avec un discours, il faut réduire les émissions de GES, donc il faut arrêter d'utiliser des 4x4, etc. Et ce qu'on vient lui dire, c'est pas un changement climatique, c'est même pas du savoir. Ce qu'on vient lui dire, c'est ta construction à toi, elle est nulle, il faut l'acheter à la poubelle, t'es un mauvais gars. Donc autant dire que c'est normal qu'il y ait une posture de rejet de ça. Alors que, une fois qu'on analyse un peu souvent ces profils-là, on se rend aussi compte que parfois ces gars-là ont des empreintes carbone qui sont même pas si élevées que ça, en comparaison à des gens qui se présentent comme étant des écolos fiers et puis qui prennent l'avion 4 fois par an. Donc c'est assez Super intéressant ça. intéressant de comprendre qu'il y a souvent des postures qui sont liées à un rejet des injonctions, et souvent ce qui est rejeté, c'est le on me dit quoi faire. On me dit ce que je dois faire, on me dit ce que je ne veux pas faire, on vient toucher à ma liberté. Et là, ça rejoint aussi des questions d'éducation. Quand on dit aux gens ce qu'ils doivent faire, ça marche toujours moins bien que s'ils le faisaient par eux-mêmes, hein. C'est ça, Il n'y a, plutôt il y a pas qu'inciter photo. à. C'est Ben ça. voilà. Et même le inciter à, parfois, tu sais, les perçus comme manipulés ou autres. Moi, j'ai plutôt envie de dire, faire confiance aux gens et leur dire, si je te donne les clés de compréhension du problème, et que on te fait gagner du temps quand même, on évite toutes les fausses solutions, les biais cognitifs et les trucs comme ça. Une fois que tu es face à ce problème-là, que tu crois aux conséquences qui arrivent, euh, qu'est-ce que tu ferais? Et je trouve que c'est quand même ce qui s'est passé avec la Convention citoyenne en France, qui était un bel exemple de ça. On prend des gens au hasard, on leur offre de la connaissance, on arrive à les mettre dans un contexte où ils vont y croire à ce qu'on leur dit, et puis à ce moment-là, on les met en pouvoir de décision. Et c'est à eux de choisir. Et à ce moment-là, ils vont se rendre compte que ils vont peut-être même eux-mêmes recommander des choses contre lesquelles ils s'insurgeaient juste avant, parce qu'ils auront compris que ça vient d'eux. Et donc c'est souvent ça qu'on essaye aussi de faire, nous, dans nos ateliers. C'est surtout, on ne vient pas donner de leçons, on ne vient pas dire quoi faire. On vient donner des clés de compréhension, des ordres de grandeur, et puis on essaie de faire passer du savoir en croire. Alors justement, tu es le cofondateur de la coop Sens Climat. Du coup, est-ce que tu peux nous présenter qu'est-ce que vous proposez? Ouais, la cooption climat, là, elle s'est constituée autour d'un premier atelier qui s'appelle la fresque du climat. Alors, c'est français, c'est très connu. Je pense qu'on va pas développer. À mon avis, tout le monde le connaît. On pourra trouver les ressources. Ce qui est intéressant dans cet atelier, c'est que justement, on essaye de faire appel à plein de leviers différents de juste la connaissance froide. C'est un atelier qui dure 3 heures où finalement, on ne va pas transmettre de chiffres. On ne va pas dire aux gens quoi faire. On ne va pas leur montrer les trajectoires actuelles, les synthèses des scénarios, etc. On va vraiment aller dans la compréhension de c'est quoi l'effet de serre, c'est quoi un gaz à effet de serre, c'est quoi l'augmentation de la température, c'est quoi la perturbation du cycle de l'eau, c'est quoi les impacts sur les océans, sur la biodiversité, etc. Et finalement, ce qu'on fait avec ça, c'est qu'on donne le pouvoir aux gens de comprendre, de réaliser qu'ils ne sont pas trop bêtes pour comprendre. On les met en position on leur fait confiance. Ensuite, on fait ça à plusieurs.
Donc, on se trompe, on se confronte, on a tout de suite un lien avec les autres. On n'est pas tout seul à se faire dire quoi faire. C'est une compréhension qui se construit ensemble. Après ça, on va même jusqu'à essayer de laisser les gens exprimer un peu leur ressenti. Et ça, c'est toujours aussi hyper important parce que à ce moment-là, on se rend compte que les gens ne sont pas neutres par rapport à ça. Et qu'on a toujours une posture un petit peu de oui, oui, je sais ce que c'est les changements climatiques, mais bon, voilà. Parce que les gens se sentent particulièrement désarmés. Ils savent pas quoi faire, ils ont peur, ils sont en colère, ils sont tristes, voire parfois ils ont honte. Donc finalement, c'est très déstabilisant. Et puis la fin de l'atelier, là où elle est sympa, c'est que c'est aux gens eux-mêmes de commencer à réfléchir à des solutions. Donc on n'arrive pas avec des solutions. Alors c'est sûr qu'il faut essayer de guider ça un petit peu parce qu'on est bien d'accord qu'on ne va pas installer des parasols géants dans l'espace, ça va pas nous sauver. On ne va pas transformer toutes les forêts du monde en usines à biocarburants, ça va pas marcher non plus. Mais on essaye quand même de les guider. Donc ça, c'est des ateliers qu'on essaye de déployer en entreprise, aussi en grand public. En grand public, c'est plus facile parce que c'est des gens qui sont volontaires. Les gens qui viennent assister à l'atelier, ils ont envie de venir. Donc, on a affaire à un public de convaincus. Ouais. Quand en entreprise, on a une direction qui veut faire la fresque du climat à toute son équipe, bah, parfois, on a de tout. Donc là, c'est autre chose. Donc ça, c'est pas mal intéressant. Et du coup, dans ces entreprises donc où tu as un grand public de personnes qui n'ont pas forcément demandé à être fresquées, est-ce que tu as beaucoup de personnes qui prennent un réflexe de voilà d'opposition à tout ce qui leur est balancé dans la tête pendant 3 heures et comment est-ce que en 3 heures on peut faire passer quelqu'un de cet état à un état de OK, j'y crois, enfin, j'ai vraiment Mm. conscience qu'il faut faire entreprendre des choses Ouais. pour Alors, j'ai jamais vraiment eu de posture vraiment de résistance. À nouveau, parce que l'atelier, il est fait de telle manière que la compréhension du fonctionnement et des conséquences, elle se fait progressivement avec des chaînes, des suites logiques qui sont difficilement contestables. L'excès de CO2 dans l'atmosphère se dissout dans l'océan et a comme répercussion d'acidifier les océans via la création d'acide carbonique. Qui es-tu, toi, pour dire que c'est pas vrai? Et en quoi est-ce que ça vient te choquer ou heurter ta réalité et ta construction que je t'explique ça? Bon, pas grand-chose. Que cet océan plus acide limite la formation et la calcification des coquilles de certains planctons. Pareil, tu sais, c'est difficile à contester. Et puis de toute façon, je ne suis pas là à juger ni à te dire quoi faire. Je partage un constat qui est froid. On est vraiment sur les rapports 1 du GIEC et les rapports 2, donc le fonctionnement et les conséquences, et on ne va pas sur les solutions. Donc c'est pour ça qu'on n'arrive à pas braquer les gens. Et puis ensuite, lorsqu'il s'agit de passer aux solutions, là, ils sont entre eux, ils débattent entre eux. Et donc là, on va avoir le gars qui va dire, moi, c'est hors de question que j'abandonne mon gros pick-up, mais toi, tu devrais arrêter de prendre l'avion peut-être, et puis voilà. C'est ce qu'on veut entendre, bon, de manière bienveillante, évidemment, mais on veut faire réaliser aussi ça. Ça, c'était pour la première dimension. La deuxième, donc ce fameux passer du savoir au croire. Alors moi, je suis convaincu, comme sur mon histoire de cigarette, que ça prend des émotions et des ressentis. C'est un premier élément. Et pour les générer, on a soit ce petit partage entre nous, entre personnes, etc., qu'on essaye de faire pendant la fresque, soit je crois aussi beaucoup à l'expérience personnelle. J'imagine que ici au Québec, lorsque on a eu des incendies de forêt catastrophiques l'été dernier, il y a des gens qui ont perdu leur maison secondaire, leur chalet, ou qui n'ont pas pu partir en vacances. On a eu des fumées à Montréal jusqu'à New York qui étaient complètement folles. C'est une expérience vécue. Les gens ouais. ont vécu ça, les gens ont eu peur, les gens se sont sentis concernés, ils ont vécu le truc, ils sont tristes d'avoir pas pu faire ce qu'ils voulaient, etc. Ouais. Il y a une expérience personnelle. Il y a eu aussi potentiellement du transfert d'expérience personnelle, au sens où j'ai entendu parler que ton oncle avait perdu la cabane qu'il avait mis 30 ans à construire dans la forêt, elle est partie en fumée, il est dévasté, tu as une empathie vis-à-vis de ton oncle, moi j'ai une empathie vis-à-vis de toi, on se transfère ce ressenti-là et on le sent dans notre chair que c'est réel.
ok. L'idée, c'est bien de le ressentir que c'est vraiment réel. Après, il y a une troisième idée là que on est en train de développer, enfin que moi j'essaie de développer, et il y a pas mal de gens qui commencent à le faire. C'est essayer de projeter les gens dans des récits d'avenir. Et là, on va essayer de faire de la prospective. Et l'idée, c'est de prendre des gens qui ont déjà appris un peu, qui ont compris ce qui se passait, Ouais. leur faire lister des risques climatiques ou des conséquences qu'ils arrivent à imaginer, et leur faire raconter une histoire de dans 15, 20 ou 30 ans. Voilà. On va raconter ton histoire de là où tu habites, et puis tu vas pitcher Oui. des risques sur un tableau avec des post-it. On va ensuite en choisir un ou deux, et on va tirer la petite pelote de laine jusqu'à raconter une histoire, mais que toi-même, le participant à l'atelier, tu vas construire. Et donc tu vas raconter une histoire qui te concerne et qui concerne ta entreprise, et qui va te permettre d'identifier des risques climatiques. De la même manière, donc là, finalement, ce qui est intéressant, c'est que tu vas mentalement te projeter dans le futur et dans une situation où ça arrive pour de vrai encore plus qu'aujourd'hui. Généralement, ça peut aussi fonctionner, ça, parce que tu vas vivre finalement cette expérience-là. C'est sûr que si j'avais un super casque de réalité virtuelle, etc., ça pourrait être sympa aussi, mais je suis même pas sûr qu'on ait besoin d'aller là. Ce qui fonctionne bien là-dedans, c'est que c'est le participant lui-même qui raconte son histoire, donc qui va raconter cette histoire du futur. Donc En ça aussi, effet, ça marche. Là, à chaque fois, on est quand même dans des dimensions où, un peu sur des émotions, j'aime pas dire négatives, parce qu'il n'y a pas d'émotions négatives, mais sur on est dans une situation un peu de stress. On fait la fresque du climat, on comprend que merde, c'est sérieux. On partage des expériences de vécu qui sont généralement parfois douloureuses, et on se projette dans l'avenir, et puis ça nous fait peur. Ce qu'il faut absolument, c'est pas laisser les gens là. Tiens, là, c'est la situation justement qui est souvent dénoncée. Il faut pas être alarmiste, il faut pas faire peur aux gens. Moi, j'y crois pas une seconde à ça, mais si on s'arrête là, on est dans cette situation-là. Et ce qu'il faut maintenant, c'est remonter la pente et embarquer les gens sur, mais il y a plein de choses qu'on peut faire. Et tout ce qu'on fait va être utile. Et donc, c'est là aussi que dans l'atelier un peu de prospective, on va faire un autre scénario. On va faire le scénario du monde qui a réussi sa transition. Ça va aussi présenter des risques pour ton entreprise. Si ton entreprise, elle vend des week-ends au Mexique avec l'aller-retour en avion Paris, Cancun, juste pour 2 jours, autant dire que ton entreprise, elle n'est pas compatible avec une trajectoire de transition. Si ouais. ton entreprise, c'est un fast-food où on te met au défi de manger autant de bœuf que tu peux, on n'est pas compatible non plus. Si ton business, c'est de la fast fashion, t'es pas compatible non plus. Donc, si tu veux, c'est aussi intéressant pour des entreprises d'envisager la transition comme étant un facteur de risque pour elles. Ça fait peur aussi, mais on commence à ce moment-là à raconter des Ça histoires permet de plutôt se positives. projeter. On se projette. Et Et puis en bout de ligne, je finis juste là-dessus, en bout de ligne, une fois que mes participants ils ont fait leur projection d'avenir, dans un avenir où on a réussi la transition et où on ne l'aurait pas faite et on se prend les répercussions, eh ben, je leur pose la question. Raconte-moi l'histoire de ton entreprise qui est passée à travers tout ça. Et là, c'est libératoire, parce qu'on se rend compte que, ah bah ouais, bah mon entreprise, elle a travaillé sur sa résilience, on n'a pas mis nos œufs dans le même panier, on a anticipé ça, on a géré nos forêts différemment, on a changé notre modèle d'affaires, on a réussi à faire ci, à faire ça. Et résultat, en fait, on arrive à raconter l'histoire des 20 prochaines années de la structure et de l'entreprise qui s'adapterait au fur et à mesure et qui serait capable de faire face à tous ces risques-là. de suite, il Et y a on plein en d'idées ressort. qui Voilà. sortent. Tu as plein d'idées qui sortent et finalement on en ressort boosté parce qu'on a réalisé que quel que soit le scénario du futur, on est capable d'anticiper, d'être plus résilient et de se mettre du bon côté de l'histoire. C'est la même chose avec la fresque du climat cette fois. Les individus, ils réalisent que c'est compliqué, mais on les fait trouver des solutions et on leur montre qu'ils peuvent avoir un impact. Et donc là, on remonte la courbe et on arrive à se motiver. Et du coup, tu parles de voilà, cette anticipation des risques pour les entreprises. Dans les personnes que vous sensibilisez avec la coop Sens Climat, quels sont les publics? Est-ce qu'on a affaire à des collaborateurs, à des comités de direction? Est-ce qu'il y a vraiment des publics en particulier? Ouais. Pour la fresque du climat, il n'y a pas de public en particulier et il y a vraiment de tout. Parfois, ça démarre de tout en haut. C'est un peu plus rare quand c'est vraiment tout en haut. Mais généralement, c'est
un middle manager ou un directeur, une directrice qui a cette sensibilité, qui essaie de donner ça à son équipe, dans un cadre un peu team building ou formation. Parfois, c'est comme ça. Parfois, ça part d'un comité vert, comité développement durable ou autre que l'entreprise aurait, ou l'équipe RSE ou autre. Donc, ça part de là. Et généralement, il y a de tout dans ces comités, hein. Il y a du col bleu, du col blanc, des gens qui sont tout en haut, des gens qui sont entre guillemets tout en bas, du stagiaire et autres. Il n'y a pas franchement de règles. Après, ce qui marche quand même le mieux, c'est quand on arrive à faire une première population un peu leader là-dessus, et ensuite on arrive à remonter dans la hiérarchie. Et là, on commence à avoir le soutien de la direction pour un déploiement un peu plus large. Donc ça arrive dans les entreprises. Pour les ateliers sur les risques, cette fois, là, on parle plutôt à de la direction, parce que ça prend quand même une certaine capacité de se projeter loin. Et je te donne un exemple. La dernière fois que j'ai fait cet atelier sur les scénarios prospectifs et tout, j'avais des entreprises qui étaient vraiment dans la chaîne de valeur du papier et du bois. Donc, qui font Ouais. du papier ou qui gèrent du bois, une grosse industrie au Québec, une industrie qui est hyper exposée. Si les forêts brûlent, bah, je peux pas faire du bois ni du papier. Je peux pas travailler dans ces environnements-là si c'est trop dangereux, mes incendies. Je suis aussi une cause de mauvaise gestion parfois des forêts, biodiversité, etc. S'il y a toute la forêt qui brûle, je vais pas pouvoir couper des arbres. Je suis une industrie qui est hyper consommatrice en eau, hyper consommatrice en électricité, donc en énergie. Et enfin, je suis dans le bout de la chaîne, complètement en paradoxe entre le recyclage du papier et le compostage. Parce que soit on part au compost, soit on part au recyclage. Moi, j'aime bien le recyclage, mais le compost, parfois, c'est mieux. Et donc, c'est vraiment une industrie qui a beaucoup de questions à se poser, qui est au cœur de tout ça. Et c'est sûr que quand je parle à des, en l'occurrence, c'est des dirigeantes, elles avaient cette lucidité-là de comprendre. Mais si je parle à des gens qui sont, je dis n'importe quoi, moi, au marketing de cette entreprise-là, ils n'ont pas la conscience de toute cette chaîne de valeur, en amont et en aval et de tous ces enjeux-là. Donc, pour les risques, on va plutôt chercher à parler à des gens qui sont vraiment en décision et qui ont ce rôle de se projeter dans l'avenir. Pour la Et fresque du, du climat, on parle à tout le monde. et du coup, ces gens, du coup, qui sont vraiment à la strate, en rôle de décideur, donc ce que tu dis, c'est souvent, ils ont pas conscience à quel point leur boîte peut être impactée, en fait. Eh ben, ils sont souvent dans ce paradoxe-là. Ils sont très au courant. Tu sais, ils sont pas du tout sceptiques, ils sont très au courant, etc. Mais ils ont une forme de détachement. Tu vois, comme si leur cerveau faisait vraiment deux choses. Ça va être, oui, ça va être compliqué, oui, c'est très grave, oui, tout ça, oui, tout ça. Et puis après, tu dis, ah, ça devrait être énorme ta réaction, etc. Et non. Donc là, il y a vraiment le savoir, le croire qui switch. D'où, si tu veux, cet exercice de projection pour ta connaissance, tu l'as, on va la traduire dans une histoire du futur dans laquelle tu vas te projeter et tu vas aller vivre là, ce qui se passe. Et là, peut-être que ça va redescendre, et là, tu vas peut-être commencer à réagir. Après, on va être lucide. Il y a toujours des enjeux économiques, hein, et souvent le quotidien reprend le dessus. Et puis, poulala, j'ai déjà tellement de sujets et de problèmes que je préfère me mettre la tête dans le sable et ne pas anticiper. C'est pour ça après que on aime bien aussi, j'aime bien leur proposer des pistes qui sont, on te dit pas qu'il faut tout changer d'un coup, mais l'idée c'est d'avoir quand même commencé avoir cette réflexion stratégique, te projeter dans 5, 10, 15, 20 ans. Et à ce moment-là, identifier ces fameux moments de vérité où tu vas pouvoir prendre des décisions qui vont te réorienter. C'est sûr que quand tu vois la hauteur de la marche, tu te dis, mais c'est pas possible de se transformer à ce point-là comme organisation. Ça coûte trop cher, ou c'est pas rentable, ou ça marche pas. Mais si on décompose tous ces éléments que tu vas devoir transformer, et qu'on se dit par exemple que, écoute, le jour où tu vas changer le toit de ton entrepôt, bah, tu vas l'isoler un peu mieux que ça. Ça sera l'occasion de mettre un système de panneaux solaires sur le toit, ou un toit vert. Et à ce moment-là, le surcoût, il va pas être énorme. Alors que si dès maintenant tu te dis que, oulala, il faut que je sois autonome en énergie, que machin, etc., oui, ça fait très peur. Donc c'est ce qu'on appelle aussi ces chemins de transition qui passent par des moments de vérité, des moments clés où quand tu vas prendre une décision qui oriente ton entreprise sur plusieurs années, ça serait le bon moment là de prendre celle qui te met sur la bonne trajectoire. Donc ça, c'est ce qu'on essaye de vraiment générer chez eux, ce réflexe de la conscience et d'anticipation.
Et ce qui est vraiment intéressant en ce moment, c'est que les normes extra-financières européennes, là, les CSRD, donc c'est un peu ce qu'on veut. On va obliger les grandes entreprises à finalement faire des rapports sur leurs émissions de CO2, toutes leurs empreintes Voilà. environnementales. Là, il y a aussi la Chine qui a commencé là-dedans, euh, qui impose la double matérialité Ah, bah à parfait. des Donc, entreprises. Peut-être que donc, ça va t'as arriver l'Europe aussi qui en le Amérique fait. du Nord. Alors, tu as l'Europe qui le fait. Donc là, tu m'apprends que la Chine elle le fait. Aux US, on a l'ISSB, là, qui est en lien avec l'IFRS, donc pareil, ces normes-là. Et que ça soit la norme européenne et la norme nord-américaine, ils ont clairement dit et ils obligent les gens à faire des scénarios climatiques. Donc ça veut dire que l'objectif, c'est que l'entreprise, on lui demande de projette-toi dans un avenir à plus 1,5 degré. Bon, c'est pas très réaliste, mais dans un avenir où la transition a été faite. C'est quoi tes risques de transition? Ok. En quoi est-ce que ton business est compatible avec un monde qui a fait la job de transition? Et tu me fais un scénario plus 3 degrés, voire plus 4, où c'est vraiment pas beau. Et ça devient imposé. Donc on impose aux entreprises de le faire. Pour les grandes entreprises, on est sur des scénarios quantitatifs. Donc ça veut dire que là, c'est très concrètement, c'est OK, j'ai un énorme parc d'infrastructures et immobilier dans mes actifs, et j'en ai un paquet qui sont en Floride, au bord de la côte, ah, mal parti, ou au fin fond de l'Arizona où il va plus y avoir beaucoup d'eau. Ah, mal parti. Et donc là, si tu veux, c'est vraiment du quantitatif où on a vraiment les niveaux de hausse des océans, les risques, etc. Je pondère tout ça, la valeur de mon actif qui va s'effondrer, blablabla. Pour les entreprises plus petites, ou si le quantitatif n'est pas possible, on leur demande de faire du qualitatif. Donc ça revient vraiment à ça, à se raconter une histoire de à quoi ressemble ma chaîne de valeur dans un monde qui a fait sa transition, ou à quoi ça ressemble si on se prend les répercussions. La vérité sera quelque D'accord. part entre les deux. Mais l'exercice, je le trouve intéressant. Il y a de plus en plus d'organisations qui font ce genre de travail-là. Donc c'est un peu vers ça aussi que là j'essaye d'aller, donc de se raconter des histoires. Et en termes d'impact, aujourd'hui, est-ce que tu as une idée déjà du nombre de personnes ou d'entreprises que vous avez sensibilisées au Québec? Alors, ça va pas être nous la coop Sens Climat, mais juste sur les fresques du climat, là, il y a plus de 10 000 personnes qui ont participé au Québec et 1,5 million dans le monde. Ça, c'est un indicateur. Et on a 800 personnes qui sont ensuite formées à l'animation. Ce qu'on aime bien dire avec la fresque du climat, c'est que le vrai parcours, il commence quand toi-même, tu te prends en main et que tu as envie d'animer un atelier avec tes proches. C'est énorme quand même. C'est quasiment 10% des participants qui deviennent animateurs Oui, derrière. oui, c'est un peu le but, en fait. C'est là que les gens se prennent en main et en fait, c'est là qu'on apprend le plus hein, quand on essaie de retransmettre derrière. Et ben, du coup, on arrive à la fin de cet épisode. Pour finir, une personne qu'il faut absolument que j'invite sur ce podcast. Alors, je vais pas te donner un nom parce que je ne l'ai pas, mais moi, j'aimerais beaucoup entendre des gens qui travaillent avec les enfants, des gens qui font ce travail un peu de sensibilisation auprès d'enfants, qui essayent de tâter le terrain, de savoir comment vont les jeunes. Moi, je suis particulièrement, alors j'ai pas d'enfants, mais je suis particulièrement inquiet et sensible à la santé mentale des adolescents, même des jeunes adultes. Comment est-ce qu'ils vont? Donc, je dirais vraiment sur ce créneau-là, comment vont les jeunes, comment ils perçoivent ça? Euh, voilà, ça serait vraiment intéressant. Ou sinon, encore plus jeunes dans les écoles. Parce que plus les enfants sont jeunes, plus ils sont malléables et plus ça va être facile pour eux de changer de culture. Nous, Oui, là, on va devoir changer toutes nos références culturelles, là, hein. Tu sais, posséder un beau téléphone, c'est un symbole de succès, de richesse. On mesurait un peu notre qualité en tant qu'être humain à notre salaire à une époque, si tu veux. On arrive sur des ouais, constructions culturelles qu'il va falloir abandonner. Et je pense que les jeunes seront beaucoup plus oui, vifs là-dedans. Donc, j'aimerais bien en apprendre plus sur leur état d'esprit, où est-ce qu'ils en sont aujourd'hui et comment est-ce qu'ils naviguent là-dedans. Voilà, ça serait un beau super. défi pour toi. Ouais, ouais, super. Mais je sais qu'il y a beaucoup de fresques qui se font dans les écoles. Il y a des programmes. Je crois qu'il y a une, euh, une déclinaison spéciale qui est faite pour les enfants. Donc, euh, Ouais, tu as raison. C'est super intéressant. En fait, c'est tous nos éléments. C'est tout ce que
ce qu'on considère comme la réussite en fait. La belle voiture, le téléphone, comme tu disais, Le c'est voyage, tout ça, là, combien de pays as-tu fait dans ta vie, Marc-Antoine? Voilà, cette expression-là, si tu veux, c'est la c'est consommation du ça. voyage. C'est, et c'est vraiment intéressant. Donc ça, c'est là-dessus que la fresque des nouveaux récits, d'ailleurs, elle travaille, tu en as parlé tout à l'heure, mais Ouais, ces constructions-là. Donc oui, ça serait intéressant. Les enfants ou les jeunes adultes, comment est-ce qu'ils se sentent, comment ils vont, et ouais. voilà. Ben, on va essayer de trouver la bonne personne. Et enfin, Michael, où est-ce qu'on peut te trouver, te contacter? Bon, on pourra le mettre en commentaire, mais bon, je suis sur les réseaux sociaux, sur les réseaux professionnels, sur LinkedIn. La coop Sens Climat, sinon, donc coop Sens Climat, c'est www.sensclimat.coop. On peut nous trouver là. Eh ben, merci beaucoup, Michael. Eh bien, merci à toi pour l'invitation et pour ton travail, bravo. Merci beaucoup.